Hop, on est parti pour le point actu hardware de ce jeudi 25 février 2021. Aujourd'hui, au programme, plein de choses variées. On va commencer avec un bon plan sur l'Epic Game Store qui nous offre un nouveau jeu encore cette semaine. Je ne connais pas le jeu, mais c'est gratuit, ça fait plaisir. On continuera avec un concept d'ultrabook plutôt sympa qui reprend des technologies empruntées au smartphone. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est seulement un concept, mais dans le futur, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse plutôt. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est plutôt une bonne idée pour le coup. Donc pourquoi pas. On aura ensuite petit, petit point sur les problèmes de la manette de la PS5. Si vous avez suivi un peu l'actualité autour de cette manette, ça fait polémique en ce moment avec la durée de vie des joysticks et les problèmes de drift. On expliquera tout et, euh, et on verra, on jugera sûrement, mais effectivement, il y a l'air d'avoir des problèmes. On continuera avec un SSD portable, enfin pas tout à fait, seulement un boîtier pour SSD portable, mais qui promet des débits vraiment pour le coup sympas, bien au-delà des SSD SATA traditionnels. Pour ça, il faudra forcément la bonne connectique dernière génération et un SSD au format M2 performant. Mais l'idée est sympa. Le prix un peu moins. On aura ensuite quelque chose qui est bien plus accessible, une souris Corsair, la Qatar Pro XT. Euh, En vrai, des caractéristiques plutôt sympas, un prix agréable, elle promet beaucoup et un look assez traditionnel. On aura deux news sur les water cooling all-in-one, donc des kits prêts à être installés. Des water cooling pour le coup qui me font plaisir. Alors, pas pour tout, pas pour tout forcément, mais il y a des points sympas, il y a des petites astuces sympathiques. Euh, il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment penser à innover sur les water cooling. On peut faire mieux, mais il faut rechercher un peu pour faire mieux. Et là, il y a des petits trucs sympas. On continuera forcément avec les cartes graphiques. Beaucoup de news sur les cartes graphiques. On commencera avec une toute petite news sur les cartes graphiques AMD parce qu'ils ont fait leur communication aujourd'hui pour nous annoncer une date d'annonce et une date de sortie pour une nouvelle carte qui va dans la gamme des séries 6000. À voir ce que ça donnera. C'est un peu marrant d'avoir ce timing en même temps que Nvidia qui lance des cartes et eux qui font des annonces pour un futur lancement de cartes. Et on continuera bien sûr avec les news liées à la 3060, des prix et un test, parce que c'est bon, l'embargo est levé. Elles sont normalement censées être disponibles à l'achat, mais j'avoue que j'ai regardé et j'ai pas trouvé. Et on finira avec les fameuses cartes Nvidia promises pour les mineurs de crypto-monnaies. Ça fait débat. Ça fait débat parce que c'est basé sur une architecture précédente. Mais en vrai, il y a du potentiel. On commence du coup tout de suite avec le bon plan qui va aller très très vite parce que je ne connais pas le jeu. C'est sur l'Epic Game Store, le jeu s'appelle Sunless Sea. Je connais pas. Honnêtement, je connais zéro, mais c'est gratuit. Donc, quand c'est gratuit, ne vous privez pas. Vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque et vous êtes bien. Allez-y. Même si je peux rien vous dire sur le jeu, testez, faites un avis par vous-même ou pas d'ailleurs. Mais au moins ajoutez-le à votre bibliothèque le temps qui est gratuit. Parce que c'est un jeu qui coûte normalement 15 € tout de même. Donc pourquoi se priver? On continue avec un prototype d'Ultrabook,
un truc plutôt stylé, on le voit ici. Alors, clairement, c'est un prototype. Ne pensez pas pouvoir l'acheter dans les prochains temps, même peut-être pas les prochaines années, peut-être que ça ne sortira jamais. L'idée est assez simple, c'est d'avoir un écran qui est borderless, donc vraiment sans bord, en utilisant la même technique que sur notamment les smartphones Samsung, c'est-à-dire les écrans arrondis sur les bords qui vont jusqu'au bout. Donc là, on a vraiment un écran qui n'a presque pas de bord. On n'est jamais à 0%, mais on est quasiment au maximum qu'on puisse faire. On est sur quelque chose de plutôt sympa, d'ultra léger, d'ultra portable. On n'ira pas chercher l'ultra performance, bien sûr. On est quand même sur quelque chose d'attractif en termes de visuel, qui n'a pas envie d'avoir quelque chose qui fait uniquement la taille de l'écran. Pourquoi avoir plus si on peut se passer du reste? Donc voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas du tout en termes de performance, de batterie, de tout ça. On voit que ça a l'air détachable, mais on n'en sait pas plus. On voit juste la connectique parce que c'est dans le visuel. On voit qu'il y aura de l'USB et pas plus large. À voir. J'aime bien l'idée quand même parce que vous l'avez tous déjà vu sur un smartphone, notamment Samsung. Et c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à quelque chose de plus grand, même sur des tablettes par exemple. Est-ce que les tablettes Samsung embarquent cette... moi je dis peut-être des bêtises parce que peut-être que les tablettes Samsung embarquent cette technologie. Mais en tout cas, ça peut être sympa sur des écrans un peu plus grands, notamment de l'Ultrabook. Pas forcément pour de l'écran fixe, clairement, mais pour du portable, c'est toujours sympa de gagner de la place et d'avoir un ratio le plus grand possible pour son écran. L'idée est bonne. À voir si ça ira plus loin et si un jour on aura un vrai matériel disponible qui reprendra cette idée. Mais moi ça me plaît plutôt bien. On continue avec la PlayStation 5 et surtout sa manette, la DualSense, qui fait polémique en ce moment pour des problèmes techniques sur les joysticks qui présentent des problèmes déjà alors que la console est toute neuve. Donc clairement, on soupçonne vrai gros problème. Elle est vraiment récente. Il y a quand même encore, comment dire, pas eu la vague de PS5 attendue. Et pourtant, on a déjà beaucoup de problèmes sur ces manettes. L'histoire est que il présenterait un problème qu'on appelle le drift ou le mouvement fantôme, c'est-à-dire si vous ne touchez pas à votre joystick, votre console reconnaîtra tout de même un mouvement. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est-à-dire que par exemple, on peut tourner à l'infini sur soi-même dans un FPS parce que votre joystick pense que vous le penchez tout le temps alors que c'est pas vrai. Et ça, très rapidement, du coup, iFixit, qui est une plateforme spécialisée dans la réparation d'appareils électroniques, s'est dit qu'ils allaient mener leur petite enquête. Ils ont en fait démonté une manette pour savoir qu'est-ce qui était à l'intérieur. Ils ont relevé le modèle du matériel utilisé et ils se sont rendus compte que c'était un peu prévisible en fait, parce que comme beaucoup de matériel électronique, on a une durée de vie estimée. Ici, elle est estimée à 2 millions de cycles. Ça peut paraître énorme, sauf qu'en fait, les joysticks ils peuvent subir beaucoup de cycles en assez peu de temps. Et donc, ils se sont aperçus que au bout de 25 000 minutes, soit 417 heures, potentiellement, il est censé mourir. Ce qui est pas long.
Ce qui est pas long parce que ça représente 209 jours en jouant 2 heures quotidiennement. Donc après, ça dépend forcément de votre utilisation et votre consommation de la console. Mais pour quelqu'un qui joue beaucoup, ça arrive vite. Ça arrive vite. Et suivant le jeu auquel vous jouez, si vous jouez un FPS très rapide, bien sûr, vous ferez plus de mouvements. Donc vous tuerez votre manette encore plus rapidement. Ce n'est pas sans rappeler les problèmes de la Switch avec ses Joy-Con qui ont le même problème en fait, et qui ont été un peu mis sous le tapis pendant longtemps par Nintendo, qui ne voulait pas trop en entendre parler et qui a fini par reconnaître qu'effectivement il y avait un vrai problème. Donc voilà, hein, c'est des news assez mauvaises pour Sony ici, parce que clairement, quand on commande des composants, on sait, on nous donne la durée de vie estimée, ils savaient, et ils ont... Je doute qu'une entreprise comme Sony, qui est quand même assez importante, n'ait pas fait tester ses manettes et ne sache pas la durée de vie moyenne de ces manettes. Donc ça a l'air d'être un peu mettre la poussière sous le tapis, et ça fait pas du bien. Ça fait pas du bien forcément, surtout quand les gens sont tellement en attente de la PS5, veulent tellement la PS5 qu'il n'y a toujours pas assez de stock pour que la demande soit satisfaite. Ça pose des problèmes. On continue avec un boîtier pour y mettre un SSD, tout ça en externe. On est ici chez Silverstone avec son boîtier MS12. Alors, le principe de ce boîtier, ils mettent un SSD performant, le connecter avec de l'USB-C dernière génération pour avoir un débit théorique jusqu'à 20 Go. 20 Go tout de même. Et en vrai, ça marche plutôt bien. Il faut le dire. Voilà à quoi ressemble le produit. Donc le produit est petit, hein. Faut pas penser gros SSD portable. On est sur le format M2, donc des tout petits formats. On a un boîtier qui pèse 53 grammes et qui est livré avec un câble USB qui permet des débits jusqu'à 20 gigabits par seconde. Le prix est un peu salé parce qu'on est quand même sur du 65 € pièce. En rappelant que c'est juste un boîtier, il faut encore racheter un SSD format M2. Et si on veut quelque chose de performant, ce sera un SSD qui coûtera relativement cher. Ils ont fait des tests et ils sont montés quand même jusqu'à 2000 MO secondes en lecture et écriture séquentielle. Donc des débits assez importants. Quelque chose qui est 4 fois plus rapide que le maximum qu'on puisse avoir sur du SATA. Donc ça fait plaisir. C'est quelque chose qui coûte cher. La promesse derrière est d'avoir les performances vraiment optimales pour du SSD externe. On peut difficilement faire mieux ici. Seul problème, en plus du prix, c'est la connectivité. Il vous faudra sur votre machine une connectivité qui permet déjà d'avoir l'USB-C et en plus ces fameux 20 gigabits par seconde. Donc c'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez la connectivité pour le faire et besoin de stockage externe ultra performant, là vous avez ce qu'il vous faut. Il vous reste juste à mettre un SSD performant à l'intérieur et c'est parti. On continue avec une souris Corsair avec la Qatar Pro XT. On est sur une souris plutôt très classique. Légère, on est sur 73 grammes, donc même très légère. Il n'y a pas de trou pour une souris très légère, mais on n'est pas dans les plus légères non plus. On est très sobre, on a du rétroéclairage uniquement sur la molette, donc très sobre. Elle est symétrique, donc elle pourra convenir au droitier comme au gaucher. Même si vous avez les boutons additionnels, 2 boutons sur le côté qui sont tout de même plus adaptés
au droitier parce que d'un côté. Mais bon, voilà, sinon elle est symétrique. Elle coûte pas cher. Elle coûte 40 €. Du coup, elle sera filaire. Forcément, pour ce prix-là, elle sera filaire. Moi, je trouve ça sympa. C'est pas très cher. Ça répond aux caractéristiques techniques d'une souris gaming. Peut-être pas pour les plus exigeants d'entre vous ou pour les utilisations les plus exigeantes à un niveau élevé. Mais en vrai, si vous voulez jouer, elle fera super bien le taf. Sauf si vous êtes le meilleur joueur du monde. Peut-être que là, vous lui trouverez quelques défauts, forcément. On est sur un tarif attractif de 40 €. On a un fil pour ce prix-là, 40 €. Les caractéristiques pour le gaming, forcément, c'est filaire. Moi, je la trouve vraiment sympa. Et en plus, plutôt sobre avec ce manque de RGB uniquement sur la molette. J'aime bien l'idée. Et 40 €, c'est pas cher. Pour une bonne souris qui sera bien finie et de qualité, il faut le rappeler. Corsair, toujours de qualité, aucun problème là-dessus. On continue avec notre partie water cooling all-in-one. On va avoir deux modèles. Le premier, il est ici. Hop. Alors, ça avait été teasé. On avait déjà parlé il y a longtemps, mais voilà le visuel officiel de ce water cooling de... Alors, c'est une collab entre OCPC et Beats Power. On ne peut pas dire Beats Power, tout à fait. Beats Power qui fournit les ventilateurs OCPC qui s'occupe du circuit liquide. J'aime beaucoup le water block, donc cette partie ici qui ira se placer sur le processeur avec du RGB discret, cet effet miroir au milieu, petit liseré de RGB sur l'extérieur qui est plutôt sympa. Ce sera plutôt qualitatif. Ce sera disponible uniquement en 120, 240 et 360 parce qu'il n'y a que des ventilateurs de 120. Et par contre, le choix des ventilateurs, les goûts et les couleurs, moi j'avoue que cet effet RGB, LED, j'aime, un peu étrange, juste en contour comme ça, c'est pas trop mon truc, mais ça c'est les goûts et les couleurs. Sinon on sera sur quelque chose de plutôt bien en termes de performance, en termes de compatibilité, ça ira avec tout. Et c'est plutôt travaillé, ce sera qualitatif, aucun problème là-dessus. Et c'est quand même plutôt sympa. C'est bien de voir des nouveaux acteurs aussi se lancer. On continue avec le deuxième modèle. Ici, c'est un modèle de chez Gigabyte. Et celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, c'est la mise à jour d'un modèle déjà existant. Et pareil, on retrouve ce waterblock rond. Moi, j'avoue, je préfère les waterblock ronds, mais ça, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Ce petit écran sur le waterblock qui régalera les plus geeks d'entre vous. Souvent, ça coûte cher, malheureusement, mais c'est quand même sacrément stylé. On a des ventilateurs RGB à l'infini. On est sur des modèles 240, 280 et 360. Donc, que pour de la haute performance du haut de gamme, on va pas chercher des petits modèles en 120. Non, ça va être cher. Ça va être cher. On n'a pas les prix, mais ça va être cher. On va aussi changer les tuyaux. On va mettre des tuyaux plus larges pour avoir un débit de liquide plus important et un meilleur refroidissement. Donc c'est pas bête, hein. C'est même plutôt intelligent. Un moyen assez simple de gagner en performance. Et on aura des ventilateurs qui iront jusqu'à 2500 rotations par minute. Donc ça fera le taf, hein. On sera sur quelque chose de costaud qui pourra tout refroidir. Par contre, à cette vitesse-là, ça fera du bruit, ça vous pouvez en être sûr. On continue avec la dernière partie, la partie carte graphique, et on commence avec cette news d'AMD qui
a aujourd'hui officiellement décidé d'annoncer qu'ils feront une conférence le 3 mars prochain pour lancer une nouvelle carte, la RX 6700 XT, et seulement celle-là, pas d'autres, alors qu'on s'attendait à la suite de la gamme, c'est-à-dire 6700 XT forcément, mais aussi 6700 et pourquoi pas 6600. Non, non, il y aura juste une carte, soit, qui sera ensuite sortie quelques jours ensuite, le 18 mars, donc 2 semaines après. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les sorties d'AMD ces derniers temps, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura pas beaucoup, surtout les cartes de référence. On nous dit, pour la France, seulement une centaine cartes de référence. On ne sait même pas si dans ce montant, ils comptent les cartes pour les professionnels, c'est-à-dire la presse, ce genre de trucs. Si c'est le cas, c'est la crise. Et ils en feront pas d'autres. Après, ce sera place aux cartes custom avec la disponibilité qu'ils auront. Mais c'est plus leur problème. Clairement, ils l'annoncent vraiment comme ça. C'est chaud. Ça fait pas plaisir. Les sorties d'AMD sont de plus en plus catastrophiques. Clairement. On verra. On verra, mais j'imagine qu'ils ont essayé de sortir ça en mode on sait, ils font leur sortie, on va caler un petit truc, mais si c'est pour sortir ce genre de news, non, 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 vous auriez dû rien annoncer. Ça fait pas plaisir, on n'est pas ravis. On continue avec la 3060. La 3060 qui sort officiellement aujourd'hui. Officiellement aujourd'hui, mais qui n'est pas disponible. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais normalement, elle sort. Normalement. C'est ce qu'ils ont dit. On rappelle, annoncé à 335 € par Nvidia. On a eu des prix aux États-Unis en dollars et on a des cartes à 329 $, ce qui correspond à ce qu'a annoncé Nvidia. Incroyable. Il y en a des plus chers. Il y en a des plus chers aussi, forcément. Mais on a certaines cartes à 330 $. Donc pourquoi pas, peut-être qu'un jour, il y en aura chez nous. Peut-être pas. Peut-être pas à ce prix-là. On verra. Mais pour l'instant, moi, je les ai toujours pas vus. Donc, je me prononcerai quand je les verrai. Et on continue avec le test, forcément. Alors, forcément, je suis pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Hop, le test d'une 3060. Forcément, c'est une custom. Il n'y a pas de Founders Edition. Ici, c'est une custom qui est en plus overclockée d'usine. Donc, qui sera un peu plus chère et un peu plus performante. On va aller détailler tout ça. C'est le gros morceau d'aujourd'hui. Parce que forcément, on veut savoir ce qu'elle vaut. Donc premièrement, on va voir la carte pour savoir à quoi on s'attaque. On y voit ici qu'on a seulement un connecteur d'alimentation. Mais par contre, on a une version grosse. On a 3 ventilateurs et elle est imposante. Donc après, le visuel, c'est le visuel d'une carte graphique. Hein. Honnêtement, on n'a rien inventé. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Ah, ça va mieux. Du coup, je disais visuel, carte graphique, tout ce qu'il y a de plus classique. On va maintenant voir ce qu'elle donne en termes de performance. J'ai sélectionné 2-3 trucs. On commence par Assassin's Creed, le dernier. Non, pas le dernier. Si, le dernier. Le dernier. J'ai eu un doute. Assassin's Creed qui va du coup être testé en 3 résolutions, 1080, 1440 et 2160.
et un classement avec d'autres cartes graphiques. On peut voir. Alors, il faut pas tout regarder, ça sert à rien de tout regarder. Il faut voir entre quoi ça se place et comparer à ce qu'elle est censée concurrencer. Donc déjà, on regarde par rapport à la 2060 et 2060 Super. On voit que c'est légèrement au-dessus. Donc jusque là, c'est cool. On voit qu'elle est aussi légèrement au-dessus la 2070, mais légèrement en dessous la 2070 Super. Et un peu en dessous une 2080. Donc ici, elle répond vachement bien, surtout qu'on rappelle, les séries 60 sont à la base censées être faites pour du Full HD, donc du 1080 et pas vraiment les autres résolutions, même si celle-là, elle est capable de faire un peu mieux. Parce qu'on voit ici qu'en passant en 1440, et ben on s'en sort plutôt bien. On s'en sort vraiment plutôt bien. Donc là, par rapport à une 2060 ou une 2060 Super, on a un vrai bon gain de performance. On est encore un peu en dessous des 60 images par seconde pour avoir la meilleure expérience possible. Après, la 4K, c'est plus compliqué, mais c'est pas vraiment des cartes faites pour. On atteint difficilement les 33 images par seconde, ce qui sera assez si le gameplay ultra fluide n'est pas votre priorité. Mais c'est pas vraiment fait pour ça, on va pas se mentir. Ça s'en sort plutôt bien, sauf en 4K où on peut dire c'est pas vraiment fait pour ça. On continue avec Gear 5. Ici encore une fois en Full HD ça s'en sort très bien avec 89 images par seconde en moyenne. Donc parfait pour faire du gaming, hein, on n'a pas besoin de plus. Pour faire du jeu classique, les 60 images par seconde sont très bien. En dessous c'est moins bien. Au-dessus c'est mieux. En 1440p, on est toujours très bien, on est au-dessus des 60 images par seconde. Donc plutôt sympa. Et là, on a dépassé quelques connaissances, notamment la 2070 Super. Donc là, on est mieux qu'une 2070 Super, tout de même. 10% mieux, ce qui est pas mal. Et même en 4K, on s'en sort vraiment bien. On est assez proche d'une 2080 Super. Vraiment assez proche. Donc c'est plutôt propre. Après, vous aurez seulement 37 images par seconde. Ça reste assez faible, mais c'est du jeu en 4K. C'est assez compliqué le jeu en 4K. Il faut une sacrée machine pour pouvoir avoir une expérience satisfaisante. On continue avec GTA V. GTA V qui commence à être un peu vieux, mais qui est encore bien utilisé et qui permet beaucoup de choses. Bon, ici, on aura largement de quoi s'amuser dans GTA en Full HD, forcément. Même si pour le coup, on se retrouve un peu en dessous de la 2070 et de la 2070 Super encore plus. Et même légèrement en dessous de la 2060 Super. Ah non, pareil, pardon. Autant pour moi. Mais du coup, pas des gros gains. Mais quand on monte en résolution, on voit que ça se démarque tout doucement. Mais puis en 4K. On finit avec Hitman pour les jeux. Donc Hitman, un jeu plutôt gourmand, un jeu plutôt exigeant. Une bonne performance en Full HD, mais comme tout le temps, cette carte est vraiment faite pour ça. Elle vous offrira une performance quasiment tout le temps optimale. Non, même tout le temps optimale pour du jeu vidéo en Full HD. Pensez-y. Et après, en 1440, ça peut passer. C'est pas la folie, mais ça peut passer. Si vous voulez vraiment être sûr d'avoir tout le temps une expérience parfaitement optimale, il faudra aller chercher peut-être un peu mieux que la 3060. Même si en général, elle s'en sortira pas mal. Après, la 4K, faut oublier, hein, c'est pas des cartes faites pour, c'est pas des budgets faits pour.
c'est une autre histoire. On va juste aller voir leur indice de performance. Eux, ils ont aggloméré tous ces résultats pour en faire un indice de performance. Pareil avec les 3 résolutions. Et du coup, ça la classe plutôt bien. Ça la classe au même niveau qu'une 2070. Ce qui est quand même plutôt bien. Ce ne sont pas un nombre d'images par seconde. Ce sont juste un score, en fait. Ce sont juste des scores attribués. Et donc, si on prend par rapport à la 2060 Super, on a 7 de plus et 11 de plus qu'une 2060. Ici, en 1440, on voit que ça arrive au niveau d'une 2070, donc pas mal, tout en étant moins cher, normalement sur le papier. Et après, la 4K c'est compliqué, c'est pas vraiment des cartes pour, mais ce sera peut-être accessible parfois pour certains jeux pas trop exigeants. Ça reste compliqué la 4K à faire tourner nativement, surtout sur des cartes qui ne sont pas le haut de gamme. Une 3060 n'est pas le haut de gamme, c'est plus du moyen de gamme. Donc c'est des résultats plutôt encourageants. On finit avec la consommation et la température. Et là, il y a des trucs plutôt drôles. Enfin, plutôt drôles. Donc on la retrouve ici. Et c'est marrant parce que... Voilà, on l'a ici au repos en bleu et en charge en orange. Et on voit qu'au repos, elle a déjà une température assez élevée, mais qui n'augmente pas tant que ça en charge. Donc assez marrant. Et par contre, en termes de consommation, et bah, c'est la première carte des séries 30 à passer sous les 200 watts de consommation en charge. Ici, 175 watts, 9 watts au repos. Ce qui est une consommation ultra maîtrisée. Clairement, pour ce genre de performance, on est sur quelque chose de vraiment sympa. On a même réussi à faire quelques économies par rapport à la 2060 Super, tout en augmentant les performances. Je trouve ça vraiment bien. Du coup, on va pouvoir conclure sur cette carte que vous ne pourrez sûrement pas acheter, mais qui existe, sachez-le. Ici, cette carte n'est pas à 335 €, mais elle est à 415 € prix de vente conseillé. Attention, c'est là que peut être le problème. Consommation ultra maîtrisée. Pas besoin d'avoir 750 watts d'alimentation pour celle-là. Yes. Parfaite pour du Full HD. Vous pourrez jouer à tout dans les meilleures conditions. Peut-être pas l'ultra compétitif, mais tout le reste dans les meilleures conditions en Full HD. Ça fera le taf en 1440 si vous n'êtes pas la personne la plus exigeante du monde, parce que ça reste une 3060. Ça reste une 60, c'est à la base fait pour du Full HD. Si vous voulez vraiment être sûr d'avoir les performances pour du 1440, vous prenez une 3070. Mais en Full HD, elle régalera. Le seul problème là-dedans, c'est... Petit point 1, c'est quand même un modèle gros, 3 ventilateurs. À voir ce que donnent les modèles plus petits, déjà avec 2 ventilateurs en termes de performance, si on y retrouve quasiment la même chose ou pas. Deuxième point, 415 € plus que 335, ok, mais elle est overclockée à la limite. Mais prix de vente conseillé, ça, on sent la douille. Et troisième point, est-ce qu'il y en aura? Ça aussi, on a peur d'avoir la réponse et on espère se tromper. Sinon, c'est une très bonne carte graphique. Si elle est vendue à un prix correct et si vous pouvez l'acheter, c'est une très bonne carte graphique pour faire du gaming sur des configs où vous voulez pas vendre la moitié de vos organes.
ça peut être un très bon plan. Elle fera vraiment très bien le taf. Elle profite en plus de toutes les technologies associées à Nvidia depuis les séries 20. Donc tout ce qui est DLSS, Ray Tracing et tout petit soft. Donc broadcast, reflex, tout ça. Tout ce que propose Nvidia, vous l'avez avec. Tout ça est dans le pack. Donc elle régalera. Si on peut la trouver et à un prix décent, c'est un must-have. Clairement. Clairement. On n'a pas révolutionné, mais on va grappiller des performances. On va un peu abaisser la consommation. Vraiment, s'il n'y avait pas si peu de cartes graphiques, peut-être on serait peut-être un peu plus exigeant, mais là déjà, elle régale. Et si elle est là, elle régalera à l'infini. Vraiment. On finit avec la promesse d'Nvidia quand ils ont dit qu'ils allaient brider les 3060 pour miner de la crypto-monnaie. Ces fameuses cartes graphiques dédiées au minage de crypto-monnaie, les CMP HX, qui ont fait un peu polémique à leur annonce aujourd'hui, parce que pas basées sur la dernière architecture comme les séries 30, elles sont basées sur l'architecture Turing, donc les séries 20 et les séries 16, l'architecture qui est maintenant en cours d'arrêt pour les cartes graphiques gaming, mais qui est rodée, qui n'a plus de coût de fabrication à poser problème, et qui est maîtrisée sur le bout des doigts. Et en plus c'est pour miner de la crypto-monnaie. Et elles vont être optimisées. Donc, est-ce qu'on peut pas avoir quelque chose qui n'a jamais été fait avec des performances pour miner de la crypto-monnaie qui n'ont jamais été produites? Probablement que si. Et pourtant, ils arrivent à se plaindre. C'est incroyable. En plus de ça, elles ne vont pas subir les problèmes de pénurie actuels des cartes graphiques parce que autre architecture, autre ligne de production et autre problème, mais pas celui de l'embouteillage actuel sur des finesses de gravure très basses. Donc ça régale. Ça régale, ils vont avoir leur carte et ils trouvent quand même le moyen de râler. C'est un peu dommage. Maintenant, il faudra attendre d'avoir vraiment les cartes en main. Mais ça va vite arriver, très très vite. Ça va être cette année, hein. On voit ici Q1 de cette année pour les deux premiers modèles et Q2 pour les deux modèles un peu plus haut de gamme. On sera sur je ne sais pas quel prix, aucune idée là-dessus, mais du matériel totalement optimisé pour miner de la crypto-monnaie. On y retire tout ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire la moitié de la carte graphique, tout de même. Et on va aller optimiser tous les process pour miner vos crypto-monnaies préférées. Donc, ne râlez pas, soyez heureux. Nvidia pense à vous et vous met bien. Et vous aurez sûrement plus de disponibilité que les gamers avec leur série 30. Après que beaucoup de série 30 soient partis pour miner de la crypto-monnaie. Donc ils ont quand même de la chance. On pense à eux. Peut-être plus qu'aux gamers en ce moment, qui eux n'ont vraiment plus de cartes. Parce que je vais vous montrer tout de suite. Et ça me fait beaucoup de peine. Ah, bah, le site de Top Achat est cassé, visiblement. Mais... hop. Je vais mettre Top Achat. Là c'est cassé du coup parce que j'ai plus les... Ah c'est bon, j'ai les trucs disponibles. Voilà les cartes disponibles. Les cartes graphiques disponibles à l'heure actuelle sur Top Achat. Il n'y a rien pour faire du gaming. Il y a seulement des 710 qui ne sont pas faites pour faire du gaming. Et on a l'arrivée de ces fameuses 3060 qui sont enfin listées, pas disponibles bien sûr, mais listées. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite recherche pas par ça, par ça.
et choisir la 3060. Merci. Avec un tri du moins cher au plus cher. On a la moins chère à 500 €. Aïe aïe aïe. 415 € prix conseillé. Est-ce qu'on va retrouver cette gigabyte présentée ici? Alors c'est celle-là, mais en version plus. C'est là qui atteint déjà 570 € pour une 3060. C'est très très cher. Et qui vont jusqu'à 640. C'est celle-là. Celle-là qu'on a vue et qui du coup prix de vente conseillé 415, vendu ici 600 €. Difficile un peu. Voilà comment on conclut magistralement ce point actu hardware en montrant les prix indécents sur des cartes non disponibles alors qu'elles sont sorties aujourd'hui à 18 h. Et à aucun moment j'en ai vu disponible. Je suis allé voir à 18 h pile. Jamais vu de carte disponible. C'est triste en ce moment, le marché de la carte graphique. Tout est à la hausse, tout est absent en plus d'être à la hausse. On espère des jours meilleurs dans les temps à venir, mais on commence à ne plus y croire tellement ça s'éternise. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et passé tout de même un bon moment. Que vous appréciez ce moment où on partage l'actu ensemble. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des retours et à aller me liker sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour le dernier point actu hardware de la semaine. Merci d'avoir regardé.